Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Math en Asie. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur l'actu hebdomadaire autour du spatial japonais, philippin, chinois, coréen, indien et russe. Et à la une, la Chine souhaite s'approprier la Lune. Selon l'administrateur de la NASA, l'Inde a réussi un lancement décisif pour l'avenir de son industrie. La nouvelle fusée japonaise H3 arrive, tandis que l'Europe aurait participé au projet chinois de station lunaire scientifique internationale, aussi connu sous le nom de ILRS. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Pour débuter cette vidéo, le petit satellite philippin d'Iwata 2, lancé en 2018 via le lanceur japonais H2A, a capturé l'œil du typhon Inamnor, qui devrait traverser la Corée du Sud ce mardi 6 septembre. Ce petit satellite de 56 kg opère actuellement sur une orbite héliosynchrone à basse altitude et il est né d'une coopération entre plusieurs institutions des Philippines. Alors personnellement, je trouve que ce type d'image capturée par des engins provenant de pays en voie de développement est une belle leçon, car le savoir et les connaissances sont finalement beaucoup plus forts que les moyens financiers. Par conséquent, vu que l'on parlait du lanceur japonais H2A, nous avons des nouvelles de son remplaçant H3. En effet, la JAXA, soit l'agence spatiale japonaise, est arrivée la semaine dernière avec de nouvelles informations à propos du développement de la fusée. Comme vous devez le savoir, cette fusée lourde qui pourra livrer en orbite géostationnaire entre 4 et 9 tonnes environ rencontre un retard de 2 ans, mais la JAXA a apporté de bonnes nouvelles. En effet, 8 tests de combustion ont été réalisés entre mars et juin au centre spatial Tanegashima sur un exemplaire amélioré nommé Type 1 et sur un autre LE9 nommé Type 2 dont son architecture a été partiellement modifiée. Ainsi, en ce qui concerne le premier vol du lanceur, la configuration H322S sera employée, c'est-à-dire que l'on aura deux moteurs LE9 Type 1 sur le premier étage et on aura également la plus petite coiffe de la gamme. De plus, le premier allumage de l'étage central sera effectué début septembre et le second fin septembre. Par la suite, les deux étages seront empilés et cela sans propulseur d'appoint ni de coiffe, pour passer ainsi au moins une mise à feu statique prévue quant à elle pour le mois de novembre. Par conséquent, la JAXA vise un premier lancement pour 2022 et le lanceur transportera le satellite d'observation terrestre Daiichi 3 ou ALOS 3 d'une masse de 3 tonnes. Néanmoins, pour le second lancement, il y a de fortes chances que le LE9 Type 2 soit utilisé pour optimiser les chances de réussite sur le long terme. Ce que vous devez retenir, c'est que le coût de lancement visé pour la version sans propulseur d'appoint est de 50 millions de dollars, ce qui reste très peu pour un lanceur de cette catégorie. Donc on comprend tout l'intérêt financier de cette fusée pour l'ESA. Dans un second temps, du côté de la Chine, on va commencer par un petit peu d'affaires géopolitiques. À l'occasion de l'ouverture de la fenêtre de lancement pour la mission Artemis 1, la chaîne américaine NBC a interviewé l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, sur le sujet du spatial chinois. Pour résumer, selon le dirigeant de l'administration, la Chine en matière de spatial ne veut aucune coopération et l'objectif de la Chine serait de prendre d'assaut la Lune pour se l'approprier et la contrôler. Néanmoins, comme vous pouvez vous en douter, ces propos tiennent purement et simplement de la politique. D'une part, on peut comprendre que la NASA a ce besoin d'avoir un grand rival de la nation pour pouvoir réclamer plus de budget, en mettant sur la table l'objectif de vaincre la Chine dans cette seconde course à la Lune. Mais dans les faits, tandis que la NASA vise un retour sur la Lune en 2025, la Chine, quant à elle, vise son premier pas sur notre satellite naturel avant 2030. Et publiquement, en Chine, pour le moment, il n'y a aucun esprit de course qui est affirmé par le gouvernement. Cela étant dit, sur un second point, les plans de la Chine sont totalement différents. À titre indicatif, le groupe national CASC vient tout juste d'effectuer le 5 septembre une première mise à feu statique de longue durée sur le moteur à hydrogène YF-90 destiné au troisième étage du lanceur lunaire Long March 9. De plus, si nous rebondissons sur les propos de l'ex-sénateur à propos du pôle sud lunaire, je cite « Nous ne voulons pas que la Chine arrive soudainement là et dise « c'est notre territoire exclusif ». C'est ce qu'ils ont fait avec les îles Spratly. Encore une fois, nous sortons malheureusement du cadre pur de l'ingénierie, de l'innovation et de la recherche. On reste ici dans un cadre purement politique. Bien que les accords Artemis promettent une coopération entre les pays signataires, leur offrant notamment des places au sein du programme, du point de vue de la pratique, ils accordent surtout à la NASA, donc aux États-Unis, la notion de zone de sécurité et d'exploitation de ressources. En outre, ces pays signataires sont contraints d'approuver ces futures zones d'occupation humaine sous le contrôle du programme Artemis entre autres. Bon, nous allons passer ce mauvais chapitre géopolitique pour nous concentrer sur des affaires d'ingénierie et de science. La CNSA, soit l'agence spatiale chinoise, a rendu public et a partagé avec la communauté scientifique internationale un bon paquet de données provenant de leur sonde solaire CIRE-1 ou CHASE lancée en octobre 2021. Actuellement, l'engin a récolté 50 téraoctets de données d'observation brute et elle a généré environ 300 téraoctets de données scientifiques que la Terre a pu traiter par la suite. Ainsi, si vous souhaitez explorer toutes les données, le lien est en description. De plus, lors d'une conférence, Zhou Yongliao, un scientifique de l'Académie des sciences de la Chine ou nommé aussi CAS,
a mentionné qu'initialement, la Chine et l'Europe ont formé une équipe de recherche commune suite à une réunion à Jurai en juillet 2019 pour la future base de recherche lunaire ILRS. Mais malheureusement, l'équipe sino-européenne a cessé de travailler ensemble en avril 2020 après le déploiement des accords Artemis. Il a également ajouté qu'après l'échec de la coopération entre la Chine et l'Europe, la Chine et la Russie ont formé une autre équipe en octobre 2020 et c'est ainsi que la version numéro 1 de la station a été présentée en juin 2021. Pensez-vous que l'Europe est passée à côté d'une grande opportunité? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Pour continuer, nous allons nous rendre dans l'espace où Shandong et Liu Yang de l'équipage Chenzhou 14 ont effectué une première sortie extravéhiculaire le 1er septembre. Lors de cette sortie, les deux astronautes ont installé une pompe supplémentaire pour le système de refroidissement du module Wantian et ils ont également déployé la caméra panoramique du même module, puis ils ont installé un établi pour les prochaines sorties extravéhiculaires. A noter qu'une seconde EVA aura lieu ce mois-ci. Mais pendant ce temps sur Terre, les segments de la Long March 5B numéro 4 ont été livrés au centre de lancement de Wenchang sur l'île de Hainan. La fusée lancera le module Mengtian en octobre, qui lui est arrivé début août sur l'île. Dans la vidéo, nous voyons des parties comme des propulseurs d'appoint ainsi que l'étage central du lanceur, et un live vous sera proposé sur ma chaîne YouTube à l'occasion du lancement de cette mission. Cependant, le 3 septembre à Duchuan dans la province du Gansu, la société nationale CASC a lancé sa Long March 4C numéro 52 qui transportait le satellite de renseignement militaire optique Yaogan 3302, qui lui a été déployé avec succès. D'ailleurs, en parlant de société nationale, CASIC a effectué avec succès un allumage de longue durée de son moteur du 3e étage de la future Kuaizhou 1B, une version améliorée de sa fusée Kuaizhou 1A qui est en service depuis 2017. Alors l'objectif de cette nouvelle version serait de moderniser la fusée tout en augmentant sa capacité d'emport de charge utile, alors que K-Space a déployé récemment sa Zhongke 1A ou Leitian 1A. Pour conclure cette partie consacrée à la Chine, nous allons faire un tour du côté des startups en 3 points très rapides. Premièrement, il y a du mouvement du côté du centre de lancement de Duchuan pour Landspace. En effet, selon des images satellites, l'érecteur de Juche 2 est actuellement à la verticale, mais nous ne savons pas si le lanceur est présent. A noter que la fusée doit effectuer son vol inaugural en 2022, et si vous souhaitez en savoir plus, une vidéo consacrée à cette startup a déjà été publiée sur la chaîne, le lien est en description. Deuxièmement, Orion Space vient de terminer avec succès la phase d'allumage de longue durée sur le moteur SR 2500 de l'étage central de son lanceur moyen Gravity 1 ou Yinli 1, qui doit effectuer son premier vol en 2023. Lors de cette phase, ils ont également testé le système électromécanique d'une puissance maximale de 40 kW destiné au contrôle vectoriel de la tuyère. Grossièrement, c'est le système qui permet de faire bouger la tuyère. A noter que le diamètre de cette tuyère est de 2,4 mètres, tandis que le SR 2500 développe une poussée maximale de 225 tonnes, ce qui permettra à ce lanceur à probergol solide, qui sera aussi constitué de boosters d'appoint, de déployer en orbite terrestre basse 6,5 tonnes au maximum. Troisièmement, iSpace a effectué avec succès un essai sur son générateur de gaz de son moteur au méthane, Focus 2 de 100 tonnes de poussée. Pour résumer très rapidement, un générateur de gaz, c'est un élément qui permet via la combustion de faire tourner le système de turbopompe, faisant circuler les ergols dans les circuits du moteur. Ce moteur est assigné au lanceur réutilisable Hyperbola 3, qui est lui décliné sous plusieurs configurations. En revanche, en Inde, de futures grosses missions d'exploration de l'espace lointain devraient arriver d'ici une dizaine d'années, car un lancement expérimental plutôt important a été réussi. Plus précisément, l'agence spatiale indienne l'ISRO a procédé le 3 septembre au lancement d'une fusée sonde Rohini qui a atteint les 80 km d'altitude. La fusée transportait une charge utile équipée de l'IAD, un décélérateur aérodynamique gonflable intervenant dans le cadre d'une démonstration technologique plutôt précise. À 84 km d'altitude, l'IAD a été gonflé et il est redescendu avec la charge utile de la fusée sonde. A noter que ce dispositif a systématiquement réduit la vitesse de la charge utile par traînée aérodynamique et il a donc suivi la trajectoire prévue par l'agence. Selon le communiqué de l'ISRO, l'objectif de ce dispositif d'expérimentation est de développer une technologie qui apportera dans le futur diverses applications comme pour de la récupération d'étages de fusées, l'atterrissage de charges utiles sur Mars ou Vénus et la construction d'habitats spatiaux avec la capacité d'atterrir. Brièvement, en Corée du Sud, l'agence spatiale le KARI a confirmé le 4 septembre que la deuxième opération de correction de trajectoire de la sonde lunaire Dianoli, ou KPLO, réalisée le 2 septembre, a été un succès. Pour terminer cette vidéo sur la Russie, alors que l'ancien dirigeant de l'URSS Mikhail Gorbatchev y a beaucoup apporté au spatial soviétique est décédé le 30 août à l'âge de 91 ans, une nouvelle sortie russe a eu lieu sur l'ISS.
En effet, suite à la sortie du 17 août qui a été interrompue par une alerte de batterie sur la combi d'Oleg Artemiev, une sortie additionnelle a eu lieu le 2 septembre. Les cosmonautes Artemiev et Matveev ont achevé leurs principaux objectifs, qui consistaient notamment à déplacer un panneau de commande externe du bras robotique européen Hera d'une zone à une autre, et ils ont également prolongé une grue de manutention Strela du module Zarya au module Płock. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Je remercie comme d'habitude les donateurs de la chaîne, mais en tout cas, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.